Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Zoom sur, cette émission d'analyse approfondie de l'actualité nationale. Ce soir, nous revenons sur une victoire diplomatique et stratégique majeure pour la Mauritanie. Il s'agit de l'élection de M. Sidi Oulta à la tête du groupe de la Banque africaine de développement avec un score impressionnant de plus de 76% dès le premier tour. Derrière cette réussite se trouve une diplomatie patiemment tissée et magistralement conduite, incarnée par le leadership du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Par son engagement personnel, son sens de la concertation et sa stature reconnue sur la scène continentale, le président a su rallier un large soutien africain et international autour de la candidature mauritanienne. Cette élection consacre non seulement le parcours d'un homme, mais aussi le retour affirmé de la Mauritanie au cœur des dynamiques africaines en tant que pays moteur crédible, crédible et influent. Elle s'inscrit dans la continuité d'un repositionnement stratégique initié sous la présidence mauritanienne de l'Union africaine et conforte le rôle de la Mauritanie dans les grands enjeux de développement du continent. Pour analyser les implications économiques, diplomatiques et politiques de cette victoire, nous recevons ce soir M. Mohamed Lemine Ould Rakhani, chargé de mission à la primature. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également son Excellence M. Ba Amadou Racine, ancien ambassadeur. Bonsoir. Et nous recevons également Hassan Lebat, notre confrère journaliste qui a accompagné la délégation. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baylaba. Grande victoire diplomatique de la Mauritanie sur la scène internationale, notamment africaine. Et pour cause, l'élection de Sidi Oulta à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Il a recueilli 76,18% des voix lors des assemblées générales de l'institution financière tenues à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été élu par le conseil de gouverneurs de la banque, qui comprend les ministres des Finances et de l'économie, ou les gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres régionaux et non régionaux de la BAD. Au total, 5 candidats étaient en lice pour l'élection. Et au fil des tours de vote, Sidi Oulta a relié les voix de nombreux pays dans ce scrutin où le poids de chaque État actionnaire est pondéré par la hauteur de sa participation au capital de la banque. Sidi Oulta est devenu un plébiscite parce que c'est toute l'Afrique qui s'est rassemblée autour d'un candidat qui a prouvé qu'il avait une offre programmatique stratégique pour chacun des pays africains et des pays non régionaux. C'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Cette élection représente un succès stratégique pour la Mauritanie, qui place pour la première fois l'un de ses fils à la tête de cette institution panafricaine majeure. En d'autres termes, ce grand succès est aussi à mettre dans le compte de l'État mauritanien qui s'est mobilisé sans discontinuer en déployant une campagne bien structurée sous forme d'une vaste offensive diplomatique qui a porté aujourd'hui ses fruits. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais
faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. Le programme du 9e président de la BAD est articulé autour de ce qu'il a appelé les 4 points cardinaux. Transformer le boom démographique en puissance économique et construire des infrastructures résilientes tout en apportant de la valeur ajoutée. Réformer l'architecture financière de l'Afrique, améliorer l'accès aux capitaux à grande échelle. Fondée en 1964, la Banque africaine de développement, qui compte 81 pays membres, dont 54 pays africains, est l'une des grandes banques multilatérales de développement. Ces ressources proviennent notamment des souscriptions des pays membres, des emprunts effectués sur les marchés internationaux, ainsi que des remboursements et des revenus de prêts. Monsieur Rakane, cette élection est souvent présentée comme un succès diplomatique, mais aussi économique. En tant qu'économiste, comment évaluez-vous la vision stratégique du président Mohamed Bouchir Ghazouani dans la mise en avant d'un profil comme celui de Sidi Oulta? Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la télévision nationale pour l'occasion, pour l'invitation. Et je dois aussi rappeler quand même que c'est un événement qui marque un tournant pour la Mauritanie sur la scène continentale. Donc la nomination de notre confrère Sidi Oulta, un poste stratégique à l'échelle africaine. Et je voudrais aborder en fait la question sous 4 angles. Donc par rapport d'abord, le premier point, c'est un signal fort qui est donné sur les capitales humaines mauritaniennes. Je pense que son Excellence le Président de la République, en propulsant M. Sidi Oulta donc à ce poste de responsabilité, je crois qu'il envoie un message clair. La Mauritanie forme des cadres qui sont capables d'influencer les grandes décisions à l'échelle du continent. Donc c'est une véritable stratégie de mise en valeur de compétences nationales. Le deuxième aspect, c'est le renforcement du rôle de la Mauritanie sur la scène africaine. Derrière cette nomination, il y a une dimension, si on peut nous exprimer ici, une dimension de diplomatie économique. Et en s'installant dans les grandes institutions multilatérales africaines, la Mauritanie s'assure une voie, c'est-à-dire une voie avec X, dans des secteurs cruciaux, donc l'agriculture, l'énergie, la transition énergétique. Et donc c'est un levier, si on peut s'exprimer aussi ainsi, de soft power. Le troisième aspect sur lequel je voudrais aborder cette question, c'est les retombées aussi économiques sur l'économie, sur la Mauritanie. Donc avec un homme comme Sidi Oulta, à la manœuvre, qui est familier des institutions internationales comme la BAD, la Mauritanie peut espérer un meilleur accès au financement, au programme de coopération et aux partenariats stratégiques. Et enfin, je pense que ce qui vient de se passer est en cohérence avec la ligne de gouvernance de son Excellence le Président de la République, donc qui, depuis son arrivée au pouvoir, a misé sur la stabilité, la crédibilité et sur la diplomatie constructive. Et cette nomination s'inscrit parfaitement dans cette logique. Merci. Monsieur l'ambassadeur, comment analysez-vous la portée diplomatique de cette victoire? Peut-on parler d'un tournant dans la politique étrangère mauritanienne? Vous me permettez d'abord de vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde
Et j'en profite aussi pour saluer les collègues qui sont là. Et toute ma fierté d'être là, et mauritanien. C'est un grand succès. Et j'en profite bien sûr, c'est l'objectif pour féliciter non seulement la Mauritanie, mais tous les Mauritaniens. Parce que ça, c'est une victoire extrêmement importante. On peut ne pas juger ça à sa juste valeur, mais pour ceux qui connaissent un peu les instances internationales, ils savent que c'est un succès retentissant et très important. C'est l'occasion de féliciter non seulement en plus, à tout seigneur, tout honneur, le président de la République, qui a le Premier ministre, qui ont dirigé toute cette campagne, et l'équipe, comme l'a dit tout à l'heure, la team qui a dirigé cette campagne, qui a fait un excellent boulot, un excellent travail. Et aussi, ce qui est remarquable par rapport aux années présentes, c'est qu'on n'a pas lésiné sur les moyens pour faire une campagne sérieuse. Une fois qu'on rentre à ce niveau-là de compétition, on ne fait pas des économies de bout de chandelle. On fait le maximum possible. Et je crois que le maximum a été fait pour que cette campagne réussisse. L'autre aspect très important, c'est le choix. On a misé sur un très bon choix. Le candidat était d'un très haut niveau, une très bonne expérience, une très bonne éducation, une très bonne formation. Ce qui fait que c'était beaucoup plus facile de l'aider que d'aider d'autres où nous avons eu à échouer parce que simplement les moyens n'ont pas, l'intendance n'a pas suivi. Ce n'est pas une critique. Au contraire, je suis très fier de ce que j'ai été pendant cette période-là. J'ai participé à ma manière. Mais il y avait des manquements quand même. Et là, apparemment, même si je n'étais pas à la salle, on a senti quand même que le pays a fait le maximum pour que son candidat réussisse en envoyant d'abord une équipe dynamique, en les envoyant dans presque tous les pays et en utilisant tous les leviers pour réussir cette candidature. Donc tous ces éléments-là conjugués ensemble font qu'on a eu de très bons résultats et j'en profite pour féliciter vraiment tout le monde, tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à cela. Il y a d'autres aspects, on reviendra peut-être là-dessus, c'est l'aspect géostratégique. Vous avez par exemple, je ne veux pas tellement rentrer dans les détails maintenant, vu qu'on en parlera. Il y a par exemple l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, après le Tchadien, le Sénégalais, le Mauritanien, ça fait un peu trop pour une compétition aussi importante. Il aurait pu y avoir peut-être des négociations pour qu'il n'y ait pas autant de candidatures. Surtout que nous sommes dans les mêmes organisations, avec le Sénégal, nous sommes à l'OMVS ensemble, nous étions à la CEDEAO ensemble, avec le Tchad, on est très proches, avec le G5 Sahel. Donc on aurait pu rationaliser ça, parce que c'est un poste extrêmement important. On aurait pu trouver une stratégie pour qu'il n'y ait qu'une seule candidature. Et même s'il faut des engagements par ailleurs plus tard, un autre sera un candidat et nous, on va se retirer, etc., pour éviter ce genre de situation-là. Parce qu'il y avait de gros calibres qui étaient contre nous, enfin pas contre nous, mais qui cherchaient le même poste. Et il fallait vraiment rationaliser les choses pour qu'on puisse réussir sans beaucoup de difficultés. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Hassan, vous avez accompagné la délégation mauritanienne à Abidjan. Comment décriviez-vous l'atmosphère pendant les heures qui ont précédé l'annonce des résultats? Il est clair que personne parmi les gens qui nous observaient de loin n'y croyait pas un instant. Les journalistes étrangers que j'ai vu des journalistes français, des journalistes sénégalais, des journalistes tchadiens, des journalistes d'un peu partout, des Américains, des Sud-Africains. À un moment donné, j'étais à côté dans un restaurant, il y avait une délégation, un aéropage de journalistes sud-africains qui ne savaient pas que j'étais mauritanien et qui étaient en train de parler. Et puis, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous pensez du candidat mauritanien? Ils m'ont dit, le mauritanien, oui, il est bien. Mais il est bien, Sidi Ould Tah est bien. Ils savent que c'est un grand économiste, ils savent qu'il vient
d'une grande institution arabe, mais pas un instant il ne misait sur lui, pas un copain. Personne ne misait sur nous. Et c'est l'occasion de dire que le président de la République, vous vous rappelez tout ce qu'il a dit à la dernière réunion avant le départ à Abidjan, il a dit que la règle, c'est de ne pas présenter de candidats. Si la Mauritanie a choisi de présenter un candidat, c'est que lui, il croyait en nos chances. Il y a cru d'abord parce qu'il a présidé l'Union africaine pendant 1 an. Les gens ont vu sa capacité de leadership. Il y a cru parce que c'est la première fois depuis l'indépendance, c'est le premier président depuis l'indépendance qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec un seul pays. Pas une seule rupture de relations diplomatiques de la Mauritanie avec un seul pays. Et c'est une exception. Donc tout ça réuni a fait que la Mauritanie a crié en ses chances. Comme l'a dit M. l'ambassadeur, on n'a pas lésiné sur les moyens. Toute la Mauritanie était derrière cette candidature. Sidi Oulta lui-même tenait à ce que toute la Mauritanie soit au courant de ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ont tenu à ce qu'il y ait une délégation de journalistes qui accompagne la campagne, qui raconte ses coulisses, afin que ce succès appartienne à toute la Mauritanie. Mention spéciale au Premier ministre qui a géré cette campagne. N'oublions pas, c'était lui le directeur de la campagne. Au ministre des Finances qui était le coordinateur de cette campagne, à son adjoint qui est le gouverneur suppléant, Metsal Moulinani, qui était là dans les coulisses, Hamidou Louba qui représentait la présidence. Bref, le président de la République a géré cette campagne comme si c'était une campagne militaire. Il y avait une stratégie complète. Nous, on voyait que des bouts de la stratégie. Mais à la dernière minute, il y a eu un moment donné, 15 minutes, où la Mauritanie a abattu toutes ses cartes au bon moment. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser cette magnifique victoire qui a surpris le monde et qui a remis la Mauritanie au centre du jeu diplomatique africain. Et je pense que ce n'est qu'un début. Mais dites-nous, comment s'est passée l'élection en tant que telle? Parce que je pense que pendant l'introduction, c'est un lapsus de langage. Au premier tour, c'était en 2 tours ou en 3 tours? L'élection n'a pas de limite. Parfois, elle peut aller jusqu'à 10, 12 tours. Cette fois, nous, on a apporté le Sidi Oulta a gagné au 3e tour. Mais Mohamed Emi le dira mieux que moi. Je pense qu'entre le 2e et le 3e tour, les choses étaient quasiment claires. Le suspense était entre le 1er et le 2e. Parce que c'est là où la Mauritanie a réellement inversé la vapeur. Au premier tour, nous n'étions pas les premiers, même si nous étions les premiers en Afrique. On a eu 33%. Le candidat zambien qui était le favori. Nous n'étions pas favoris. Nous étions une candidature sérieuse, mais nous n'étions pas les favoris. C'est la Zambie qui était la favorite. Un ancien du FMI, soutenu, dit-on, par les Américains, par les Canadiens, par les Japonais. Donc c'était lui le favori, c'était lui qui est arrivé en premier. Il a viré en tête. Mais au 2e tour, Sidi Oulta était l'unique candidat qui a progressé. Il a pris des voix à tous les autres. Tous les autres candidats ont reculé. Merci. Okay. Donc, le président de la République a régulièrement plaidé dans ses discours internationaux pour une réforme du financement du développement en Afrique, notamment sur la dette. En quoi cette victoire renforce-t-elle sa crédibilité et pourrait-elle faciliter l'adoption de ces idées? Merci. Bon, effectivement, cette nomination, comme vous venez de le dire, renforce la crédibilité de manière significative la crédibilité du président de la République sur la scène internationale. Notamment, c'est un dossier qu'il porte avec constance. C'est la réforme du financement du développement en Afrique, et en particulier la question de la dette. Et donc, c'est une victoire diplomatique avec un effet de levier politique, si on peut dire ainsi. Donc, faire élire un au cadre national, comme Sidi Oulta, à un poste de responsabilité à la Banque africaine de développement, ce n'est pas anodin. Cela permet de transformer un discours, le discours du président, donc son plaidoyer, en action. Car nous avons désormais un relais direct. C'est un relais direct au cœur d'une institution qui pèse sur les choix économiques du continent. Donc ça, c'est au niveau diplomatique. Au niveau de la cohérence entre la stratégie et le discours, donc on peut dire que le président de la République appelle depuis plusieurs années à un financement plus équitable, à une restructuration de la dette et à une meilleure prise en compte des spécificités africaines. Je crois que ça, c'est connu de tout le monde, particulièrement lors de son mandat en tant que président de l'Union africaine.
Et donc, la présence d'un Mauritanien à un tel niveau montre que la Mauritanie ne se contente pas de faire le plaidoyer, de plaider, elle agit, elle s'organise et elle influence. Le troisième point, je crois que c'est aussi une opportunité de concrétiser les idées de son Excellence le Président de la République. Donc là-bas, au cœur de ce débat, les débats sur la dette, sur la transition énergétique, sur les droits des terrains spéciaux. Donc, avoir un décideur ici de votre vision politique, de la vision du président, dans une arène non seulement facilite la circulation des idées, mais aussi leur mise en œuvre en lien avec d'autres partenaires. Donc voilà à peu près les trois idées qui permettent en fait d'illustrer en fait l'amélioration, enfin, le renforcement de la crédibilité de son Excellence au niveau international, parce que son plaidoyer peut être de façon crédible mise en œuvre. Merci. Monsieur l'ambassadeur, la victoire est saluée comme un triomphe diplomatique, ça tout le monde est d'accord. Quel a été concrètement le rôle du président de la République dans la stratégie ayant conduit à ce résultat? Monsieur Lebat en a parlé un peu. C'était peut-être le rôle le plus décisif. Hein. Et il y a un chef d'État, comme je ne veux pas le nommer, un chef d'État européen, qui à un moment donné, on parlait d'aller vers la Lune. Pour faire les choses. Et il s'est tourné à un journaliste. Vous pouvez y aller. De toute façon, l'intendance va suivre. Quand il a pris la décision pour envoyer un journaliste pour aller vers le cosmos, c'est après qu'il a fait intervenir l'intendance. Mais l'autre point, vu de l'extérieur, qui était assez frappant, c'est l'organisation, l'équipe et le travail qui a été fait. Non seulement le président de la République a donné l'autorisation, lancé le top, la primature a pris ça en charge d'une main de maître, et nous avions aussi un excellent candidat. Et, comme il l'a dit tout à l'heure, à Justine, il y a la personnalité même du chef de l'État, qui est très posé, très calme, il avait de très bonnes relations avec tout le monde. Il n'a coupé de relations avec personne, il n'y avait pas de problème avec qui que ce soit, malgré que nous soyons dans une zone assez trouble. Et tout le monde a apprécié. Nous sommes, pour ce qui est des présidents en exil, nous sommes à la troisième. Mokhtar Ould-Daddah a été président de l'Union africaine. L'ex-président Mohamed Abdelaziz a été président de l'Union africaine. Lui, il est le troisième chef d'État à être président de l'Union africaine. Moi, j'ai assisté à deux. Et nous avons eu des candidats. Je me rappelle encore pour l'UNESCO, nous avions le Sénégalais qui était candidat, Amadou Mokhtar Mbow, et nous avions Ahmed Baba Miske qui était candidat. Moi, j'ai participé j'étais parmi les gens, parce que j'étais directeur du département Afrique à l'époque. Mais ça a été extrêmement dur. Je me rappelle que Dieu ait pitié son âme, Ndiayan était le ministre des Affaires étrangères. On a été à l'Union africaine, à Addis Abeba. On a rencontré 40 ministres des Affaires étrangères en 2 jours. 40 ministres des Affaires étrangères en 2 jours. Mais c'était tout juste. Et il y avait d'autres critiques qu'on pouvait faire, mais c'était tout juste. Quand on se décide à aller dans ce niveau-là, il ne faut pas lésiner sur le moyen, il faut y aller et y aller avec engagement. Mais pas sur le bout des... Et il y a des candidatures qui sont de très haute facture, mais le gouvernement ou les jeunes n'ont pas été... n'ont pas mis le paquet. Ils ne se sont pas lâchés pour essayer d'avoir... Mais nous, on a mis le paquet, on a tout fait pour réussir. Qu'on réussisse, qu'on ne réussisse pas, ça n'empêche pas qu'on a fait le paquet, on a fait tous les moyens, tous les leviers ont été soulevés pour qu'on puisse réussir. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est d'y aller, mais sans avoir sans être prêt et sans s'engager sérieusement.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui a donné tout à l'heure, peut-être qu'il y a une formation des chefs d'État qui peut différer. Parce que quand on est général, ancien général, et qu'on va dans des bagarres pareilles, dans des batailles qui sont très rudes, très difficiles. Et ils ont fait une équipe qui a fait, d'après ce que j'ai eu comme information, qui a fait un excellent boulot, un excellent travail de contact, de lobbying, de financement, etc. Ce n'est pas des gens qui sont partis prendre le thé dans les suites. Ils étaient sur le terrain, ils ont sué, ils ont beaucoup travaillé. Et ça a payé. C'est excellent. Ça a payé. Monsieur Lobat, quelle image du leadership mauritanien s'est dégagée au fil de cette campagne? Ça, c'est une partie. Aussi, vous pouvez nous parler de l'équipe, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe qui est l'équipe de campagne de... L'équipe a besoin de moyens pour travailler. L'ambassadeur a raison. Combien de fois, et Mohamed ne pas en témoigner, à 1h, 2h du matin, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous. Nous n'étions pas à l'hôtel Ivoire. À l'hôtel Ivoire, il y avait que la délégation officielle. On était disséminés un peu partout dans la ville. Et à ce titre, l'ambassade de Mauritanie à Abidjan a fait un excellent travail de logistique. Et si quelqu'un a besoin d'aller rencontrer quelqu'un, un rendez-vous de dernière minute, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qu'on peut convaincre, la logistique était là. Les voitures de l'ambassade étaient là, les moyens étaient là, les téléphones sonnaient, on répond à l'autre bout du fil. J'ai besoin d'aller à l'hôtel, j'ai besoin de telle accréditation, je dois rencontrer tel ambassadeur, je dois rencontrer. Les moyens étaient là et les gens, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là à boire du thé dans les îles. C'est comme si vous y étiez. Ce qui me revient à l'esprit, c'est surtout, s'agissant du président de la République, c'est surtout une phrase qu'on disait pendant la campagne, c'est le président du consensus. Réellement, c'était le cas, puisque le Maghreb a voté pour nous, Maroc et Algérie, au deuxième tour. C'est le consensus. Les pays de l'AES, comment on peut à la fois avoir les pays de la CEDEAO, Nigeria, Côte d'Ivoire, comment on peut avoir le Rwanda, et de l'autre côté, on a les pays de l'AES. Les 3 pays de l'AES, ils ont tous voté pour la Mauritanie. Il a réussi à agglomérer tout le monde dès le premier tour. L'erreur que le candidat zambien a fait, c'est qu'il croyait tellement en ses chances qu'il a négligé l'Afrique. La Mauritanie a travaillé d'abord sur l'Afrique. Ensuite, une fois qu'on était assis sur un socle solide de voix africaines, là, on a pu parler aux partenaires étrangers en leur disant, voyez, nous représentons l'Afrique. Et là, on a eu leur confiance et ils ont voté massivement pour nous. Comme vous avez dit tout à l'heure, 76%. C'est un score énorme. Personne ne pouvait rêver d'un score comme ça avec une élection aussi serrée. Et surtout, rien ne prédestinait notre pays à faire ça. Pourquoi ce résultat est arrivé? Simplement parce que c'est la première fois que nous menons une campagne professionnelle avec des professionnels. Le hasard n'existe pas. La Mauritanie a participé au mois de juin aussi au forum. Le président s'est déplacé lui-même parce qu'il savait que c'était l'avant-dernière ligne droite avant le vote. Il s'est déplacé lui-même. Il a mis le paquet, il a parlé, il a vendu le produit Mauritanie. Et ensuite, il a pris aussi la température de l'hôtel Ivoire, la température d'Abidjan. Il a rencontré ses pairs africains. Et ensuite, la campagne a été menée de manière professionnelle. Ils ont fait appel à des professionnels, chacun dans son domaine. Je n'oublie pas l'énorme quantité d'anciens ambassadeurs mauritaniens qui étaient là. Chacun a mis en sommeil son travail. Chacun a abandonné son travail à l'ONU, à l'OIA, dans toutes les organisations. Ils ont laissé tout, ils sont venus à Abidjan, ils ont mis leur carnet d'adresses et leurs relations au service de leur pays. Et c'est ça ce qui a payé. Et tous, ils l'ont fait parce que le président de la République leur a demandé. Ils ont répondu à l'appel de leur pays. Chaque fois que leur pays les a appelés, ils ont tout laissé tomber, ils sont venus à Abidjan et ils ont servi. Et c'est ce qui a donné ce résultat magnifique. Merci. Monsieur Rakhani, en tant que président de l'ABAD, M. Sidi Oulta pilotera des choix stratégiques majeurs. Quelles priorités économiques pensez-vous qu'il pourrait faire avancer au profit des économies africaines, en particulier les plus fragiles? Merci. En fait, c'est une excellente question. Parce que à la tête de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta va effectivement jouer un rôle central dans l'orientation des grands chantiers économiques du continent. Et connaissant son parcours,
plusieurs priorités pourraient être mises en avant, bien que lui, il a un programme. Mais nous essayons un peu d'extrapoler sur la base de son programme et de ce que nous connaissons de l'homme. Et je pense qu'il y aura 4 chantiers, en fait, 4 priorités. D'abord, le financement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ça, c'est un volet extrêmement important. Et donc, on peut s'attendre à un renforcement du soutien des chaînes de valeur agricoles, à l'accès au crédit pour les petits producteurs et des programmes ciblés pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui touche les pays les plus vulnérables. Le deuxième chantier, c'est le développement des infrastructures de base. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est évident. Les économies fragiles ont besoin d'investissements massifs dans les routes, l'énergie, l'eau, les télécoms. Et ce sont les fondements du développement. Donc ces infrastructures de base, et la BAD, sous sa direction, pourrait pousser pour des financements innovants. Parce qu'il faut aussi de l'innovation pour le financement de ce genre d'infrastructures de base, qui soient innovants et accessibles, notamment pour ces pays qui sont à faible revenu et qui ont des gaps de financement importants. Troisième, c'est la gestion durable de la dette. Et donc ça aussi, ça recoupe un peu avec le point que je viens de soulever par rapport au plaidoyer que son Excellence le Président de la République n'a cessé de faire au niveau international par rapport à la dette. Donc on a constaté une montée du niveau d'endettement, surtout pour la période post-Covid. Après le Covid, l'endettement s'est aggravé. Donc la réforme du financement elle est cruciale. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, on parle de la dette, mais on ne peut pas financer le développement sans marge d'endettement. Et donc, il pourra certainement promouvoir des instruments plus souples, qui soient adaptés aux réalités africaines, tout en plaidant pour un meilleur accès aux droits de tirage spéciaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui en fait, c'est la liquidité internationale pour les pays pauvres. Ils n'ont pas un accès l'accès élargi, et c'est une voie pour financer le développement dont on parle souvent, et son Excellence président a toujours aussi fait le plaidoyer, au même titre que d'autres pères africains. Enfin, c'est l'inclusion financière et l'emploi des jeunes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les économies fragiles, ce sont aussi des jeunesses qui sont en quête d'opportunités. Donc, on pourrait voir émerger des priorités autour de la formation, de l'entrepreneuriat, du financement des petites et moyennes entreprises, des solutions numériques adaptées au contexte locaux. Donc voilà à peu près en fait les axes, mais je crois que le programme, c'est tout un programme. Et moi j'ai essayé un peu de tirer un peu des enseignements de ce programme et aussi des idées qui sont un peu partout. Voilà. Merci. Monsieur l'ambassadeur, quelle lecture faites-vous du soutien massif obtenu dès le troisième, pas dès le premier tour, le soutien massif qui a, avec le résultat de 76%, est-ce que cela reflète-t-il le positionnement géostratégique de la Mauritanie? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Il y a... ce que je voulais d'abord dire, c'est que notre compatriote a besoin non seulement de la chance, mais de beaucoup de... Parce que c'est une situation extrêmement difficile qu'il hérite, en réalité. Il a remplacé Adi Siman, qui était en Nigérien, qui avait un fort appui de son État, de son gouvernement. Malgré les difficultés qu'il y a là-bas, ils tiennent beaucoup, ils connaissent l'importance d'être dans ces institutions internationales et l'utilité qu'il a. Notre compatriote va avoir beaucoup de difficultés. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous savez déjà que les Américains pratiquement vont mettre en sourdine à peu près 500 millions de dollars. Et ça, c'est des projets qui devaient être dans les pays africains. Et il n'est pas là uniquement pour la Mauritanie, il est là pour les 50 et quelques pays africains. Donc les besoins sont croissants, mais l'argent devient de plus en plus rare.
il aura beaucoup besoin de nos frères du Golfe, des pays arabes en général, pour renflouer les caisses. Ça ne va pas être facile pour lui. Donc ça, c'est un aspect, peut-être les économistes sont mieux placés pour en parler. Mais c'est pour dire simplement que la BAD va avoir énormément va vers des difficultés bientôt, hein, c'est bientôt. Et il y a énormément de demandes, il y a beaucoup de projets. C'est un continent pratiquement en développement et les moyens ne répondent pas toujours. Ça, c'est le gros problème qu'il va y avoir. Maintenant, pour ce qui est de la géostratégie, on sent un rééquilibrage de notre diplomatie. On sent un rééquilibrage ça s'est surtout vu pendant qu'on était présent en exercice de l'Union africaine. Sinon, avant, il y a un déséquilibre qui était là. Parce que nous, notre principal... ça, c'est un point de vue personnel, en fait. Notre principal atout, c'est d'avoir une position géographique très intéressante et très difficile. D'un côté, le Maghreb, de l'autre côté, le Sud. On est sorti de la CEDEAO. C'est nous qui avons démissionné de la CEDEAO. Et on se retrouve dans la situation. Heureusement, on a eu de la chance que ça a marché maintenant. Et qu'il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a les pays de l'AES qui ont fragilisé la CEDEAO. Donc il est important que l'on voit notre position en faire un atout, en faire un bénéfice, au lieu que ça soit pour ou contre, ou choisir entre les deux. Donc pouvoir équilibrer ça d'une certaine façon, ça demande énormément. Je peux compter sur ceux qui le dirigent. Ça peut être extrêmement important, mais c'est un atout important pour nous, que nous devons pouvoir conserver. Oui, sur les problèmes. Juste un peu par rapport à l'aspect de financement. Je pense que, bon, vous avez tout à fait raison de soulever les défis, parce qu'il y a quand même des défis, ce n'est pas une simple affaire. Mais je crois que le programme de Sidi Oulta, justement, sa particularité, c'est qu'il répond aux inquiétudes des uns et des autres par rapport au volume de financement. Ce n'est pas lié seulement au retrait des Américains d'un certain guichet. Et je crois que l'originalité de son programme, c'est qu'il y a des solutions pour justement augmenter l'accès aux ressources, pour mobiliser plus de ressources. Et cela relève un peu de l'innovation financière, parce qu'il y a le rôle catalytique d'une institution financière, parce qu'une institution financière, ce n'est pas seulement le financement qu'elle donne, mais si elle s'inscrit dans une action, c'est le rôle catalytique, c'est-à-dire qu'elle va amener d'autres. Et ça, c'est effectivement avec cela, donc cette approche qui est nouvelle, qu'il a appliquée aussi au niveau de la BADIA, qui a donné d'excellents résultats. Donc cette approche a beaucoup séduit les actionnaires, particulièrement les régionaux, c'est-à-dire les pays africains. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis, en tout cas par rapport aux perspectives pour la BAD. Donc juste c'est pour atténuer un peu aux inquiétudes. D'accord, merci. Monsieur Lebel, plusieurs délégués africains ont salué le discours de cohérence porté par la Mauritanie. Pensez-vous que cette cohérence soit le fruit d'une ligne présidentielle claire pour l'instant? Excusez-moi, vous avez un peu déjà répondu à la question, mais nous qui n'étions pas sur place, si vous pouvez nous décrire un peu avec l'équipe, on a vu sur les images, c'était émouvant. On a envie de revivre ces moments-là. En fait, il y avait un triangle. Il y avait la partie, disons, cerveau, qui dirige, c'était ici à la présidence, dans le bureau du président de la République, avec ses proches collaborateurs, j'imagine. Il y avait le candidat qui était dans sa chambre d'hôtel, parce qu'il n'avait pas le droit d'assister au vote. Et ensuite, il y avait la salle plénière, où il y avait, dans cette salle, il n'y a que 2 personnes par pays qui peuvent accéder. Le gouverneur, donc le ministre de l'économie et des finances, et le gouverneur suppléant.
qui est le directeur des financements internationaux. Et donc, nous, journalistes, on était cantonnés dans le centre média et on avait le droit d'aller jusqu'à la porte, mais pas au-delà. Donc, ça, c'est techniquement. La veille, il y avait ce qu'on appelle le grand oral, c'est-à-dire chaque candidat présente son programme et répond aux autres délégués. Alors, la particularité de Sidi Oulta est la suivante. Sidi Oulta est aussi à l'aise en anglais qu'en français, ce qui n'est pas le cas des autres candidats qui sont soit anglophones, soit francophones. Par ailleurs, et l'ambassadeur en a parlé, les États-Unis retirent un demi-milliard de dollars de financement qu'ils accordaient habituellement à la BAD. Les autres pays espèrent que Sidi Oulta sera capable, de par son expérience avec les pays du Golfe, de pallier à ça, ce qui n'est pas le cas du candidat zambien qui, lui, vient d'un monde anglo-saxon, vient des États-Unis, vient du FMI. Donc ça, c'est la deuxième force de Sidi Oulta. Enfin, le président de la République qui était derrière. Et ça, c'est vraiment la signification de la phrase qu'on dit souvent, la Mauritanie est placée au centre du jeu. Pourquoi? Parce qu'un pays qui veut accéder à un financement à partir du mois de septembre et qui veut donc avoir l'accord de la BAD et de Sidi Oulta, où est-ce qu'il va aller? En réalité, il ne va pas aller à Abidjan, il va aller d'abord à Nouakchott. Parce que les choses se font à Nouakchott. Et c'est ça, je l'ai dit, allez, avec un peu d'emphase, c'est un peu le génie du président de la République qui a réussi à placer Nouakchott au centre du jeu diplomatique mondial. Parce que la BAD, ce n'est pas seulement une institution africaine, c'est également une institution mondiale. Il y a les 4 continents. Il y a des pays asiatiques, il y a les 2 Amériques, il y a des pays européens et enfin, il y a tous les pays africains. Donc maintenant, moi, je suis président d'un pays africain. Je vais accéder à un financement. Avant d'aller voir Sidi Oulta, je vais voir qui? Je vais voir Oulvazoine. Je viens à Nouakchott pour vendre mon pays et pour exercer de la diplomatie. Et c'est ce que Mohamed Lemine a dit tout à l'heure. On rentre dans le soft power. Et ça ouvre des perspectives infinies pour notre pays. Merci. Monsieur Rakhali, cette élection intervient dans un contexte où le continent africain, on le sait tous, fait face à des défis structurels, comme la dette, l'inflation, l'inégalité. Comment la BAD peut-elle, sous cette nouvelle direction, renforcer les mécanismes de soutien à la souveraineté économique des pays africains? Merci. En tout cas, comme vous le dites, cette élection vient à un moment charnière pour l'Afrique. Et en réalité, elle peut jouer un rôle crucial dans ce contexte-là, sous le leadership de Sidi Oulta, pour renforcer la souveraineté économique des pays. Ça commence d'abord par repenser le financement de développement. Et je crois que ça, c'est le président de la République a toujours posé cette question parce qu'il y a un problème de financement du développement. C'est-à-dire, pour atteindre les objectifs de développement, bon, on peut avoir des bonnes stratégies, mais si on n'a pas de financement, on ne peut pas aller loin. Et donc, le problème du financement aussi renvoie à la dette, parce que financement, donc, votre capacité de faire recours à la dette, elle va donc conditionner, en fait, déterminer votre capacité de mobiliser des ressources, donc la problématique du financement. Donc la BAD, et certainement, je crois que c'est ça aussi le sens du programme de Sidi Oulta. Je vous avais parlé de la présentation, je crois que ce qui a émergé donc, dans ce oral-là, c'était sa présentation et celle du Zambien. Et parce que justement, il faut s'éloigner du modèle classique de dette lourde. L'endettement public ne peut plus être le classique. Bon, il y a maintenant l'endettement innovant, comme par exemple ce qu'on appelle des obligations vertes, donc il faut innover. Il y a aussi les partenariats publics-privés, donc on en parle, parce que ça permet au pays d'investir sans alourdir la dette. Donc repenser le financement du développement. Deuxième chose, c'est, et ça je crois que la Mauritanie s'est engagée dans cette voie, donc sous le leadership de son excellence, c'est renforcer la production locale et la transformation sur place. Ça c'est un défi pour l'Afrique. Je crois que ça a été mis en exergue par les chocs qu'on a eu, Covid, puis la guerre en Ukraine. Donc ça a en fait il a mis en exergue l'importance de renforcer la production locale. Donc c'est aussi soutenir un peu la souveraineté économique. Alors, c'est quoi la stratégie? C'est de produire localement tout ce qu'on importe massivement. Donc ça veut dire quoi? L'alimentation, l'énergie, les médicaments, peut-être pas pour nous, mais pour des pays à une grande population, les médicaments. La BAD
peut orienter ses investissements vers l'industrialisation légère et les énergies renouvelables et l'agro-business ou l'agro-industriel. Ça, c'est un deuxième volet. Troisième volet, il faut trouver un moyen, donc des mécanismes, pour faire face aux chocs exogènes. Parce que vous avez une économie qui est dans une bonne dynamique, il y a un choc exogène, donc il ne dépend pas d'elle, et puis sa dynamique elle est complètement perturbée. Donc il faut des mécanismes de protection pour les pays les plus vulnérables face aux chocs exogènes, les chocs mondiaux, les crises mondiales. Et la BAD, elle dispose de lignes d'urgence, elle doit les renforcer. Elle doit les renforcer et donc appuyer la création de fonds de stabilisation. Ça, c'est des idées qu'on lance comme ça, peut-être elles sont déjà prises en compte. Mais je crois que le dernier aspect, et c'est très important, il faut investir dans le capital humain. Donc, et la gouvernance économique, les deux. Alors, le capital humain, il faut des institutions fortes, il faut des compétences locales. C'est important. Donc, la BAD peut soutenir la formation des cadres, l'innovation, la transparence dans la gestion des finances publiques. Donc, ça, c'est les 4 volets, je pense, qui sont... C'était le capital humain, c'était l'objet de ma prochaine question. Donc, vous pouvez continuer avant de passer la parole à M. l'ambassadeur. Le capital humain, il est souvent cité comme une faiblesse en Afrique. Est-ce que cette élection pourrait être une opportunité pour initier des programmes continentaux par rapport à ce problème? Bon, merci. En fait, je pense que souvent, on dit que bon, c'est une faiblesse. Mais ça peut être aussi un potentiel immense. C'est un potentiel immense qui est sous-exploité. Parce que donc, l'arrivée de Sidi Oulta donc à la tête de la BAD, je crois qu'on peut transformer ce potentiel. Et donc en force structurante pour le continent. Donc, comment il faut faire? En quoi faisant? Voilà. Je crois qu'il y a trois aspects, il y a 3 choses, 3 axes. Il faut favoriser la formation des jeunes, des femmes. Il faut faire de la formation des jeunes, des femmes et des entrepreneurs. Il faut en faire un axe central de l'action de la BAD. Et cela pourrait se traduire par des programmes continentaux de formation technique, d'accès au digital, etc. Donc, c'est très important, la formation des jeunes, des femmes et des entrepreneurs. Parce que souvent aussi, la formation des entrepreneurs, on la passe au silence, mais c'est déterminant. Alors, il faut aussi une approche continentale ou panafricaine de la compétence. Et on peut imaginer, par exemple, la création d'incubateurs régionaux. Des centres d'excellence sectoriels dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie, etc., qui sont financés ou cofinancés par la BAD. Donc, c'est de former des jeunes africains sur place pour répondre aux besoins du marché et réduire la fuite des cerveaux. La BAD peut jouer un rôle déterminant. Voilà, donc, grosso modo, c'est un sujet très vaste, on ne peut pas... D'accord. Mais j'ai donné les grandes lignes. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, en tant que diplomate, voyez-vous cette élection comme une opportunité de renouveler les alliances régionales, notamment avec des pays de la CEDEAO, de l'UMA ou de la CEAC? Vous savez, vous le connaissez autant que moi, sinon plus d'ailleurs. Dans le monde, les gens vivent par groupes sous-régionaux. Et si on n'est pas accroché à un groupe sous-régional, on ne peut pas... On flotte. Mais autant de groupes sous-régionaux auxquels vous participez, plus vous avez des chances de réussir votre intérêt. Parce que s'il y a les pays ont tendance, l'Union européenne, ils vont voter presque tous pour un pays européen, un diplomate européen qui va représenter un groupe des intérêts. Et ici aussi, si tu es à la CEDEAO, ou bien au groupe Sahel, ou bien à l'OMVS, tu as plus de chances d'être... Donc c'est le regroupement régional, un seul pays ne peut pas... Mais nous avons vu que la CEDEAO, ils n'étaient pas tous avec... forcément un candidat de la CEDEAO. Non, la CEDEAO vit une crise actuelle. Ils ont un problème depuis le coup d'État du Mali. Et il y a même 3 États qui ont complètement quitté la CEDEAO. Ça affaiblit
la CEDEAO en tant qu'organisation. Mais dans les temps, même l'Afrique d'ailleurs, quand on va aux Nations Unies, on avait toutes les résolutions étaient adoptées d'abord à Addis Abeba au sommet des chefs d'État. Ce sont les mêmes résolutions qu'on amène aux Nations Unies pour pouvoir faire un bloc de 50 États qui votent pour ces résolutions-là. C'est ça qui fait la puissance des États. Et si ils s'organisent entre eux, ces groupes-là, les gens de l'OMVS vont soutenir les gens de l'OMVS. Les gens de la CEDEAO vont soutenir les gens de la CEDEAO. Les Africains vont soutenir les Africains. Les Latino-Américains font le même. Les Asiatiques font le même. Il y a des groupes régionaux qui se passent comme ça. Donc on est obligé d'être, et nous avons la chance de pouvoir être dans plusieurs groupes régionaux. Là où la Ligue arabe, l'Union africaine, l'OMVS, la CEDEAO, etc. Plus on est dans les organisations, plus on compte sur le plan international. Un seul pays, surtout les pays africains, ne représente pas grand-chose par rapport au reste du monde. Donc nous avons tout intérêt à être dans ces groupes-là, bien sûr, en considérant nos intérêts. Ce que nous gagnons là-dedans, c'est ça l'intérêt. Et chaque candidature est parrainée par des groupes. Si on était à la CEDEAO, et si la CEDEAO marchait très bien, on aurait pu avoir le ministre Sidi Oulta aller représenter la CEDEAO. Donc il allait y avoir déjà un groupe de 15 ou de 16 pays qui allaient voter pour lui. Bon, ça c'est des détails, mais c'est pour dire simplement que ça fait partie de la géostratégie que les gens font. Et vous avez maintenant les Européens qui en font un grand poids, parce qu'ils décident tout à partir de Bruxelles, et maintenant chacun va de son côté. Il y a des fissures, bien sûr, mais il faut savoir les gérer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Merci. Mais votre point de vue sur est-ce que c'est une opportunité de renouveler des alliances ou de rester dans... Ça, c'est au chef de la diplomatie, en l'occurrence le président de la République, de juger ça. Il est à un certain niveau que je ne suis pas. Et c'est à lui de voir avec qui s'allier et au mieux pour les intérêts de la Mauritanie. Mais ce qui est important, c'est les intérêts de la Mauritanie. Si l'intérêt de la Mauritanie, c'est de s'associer avec la Mongolie, pourquoi pas? D'accord. Merci. J'exagère, ça. Monsieur Hassan, selon vous, cette victoire pourrait-elle marquer un changement de perception? Vous avez tantôt parlé des journalistes dans un café. Est-ce que cette victoire pourrait-elle marquer un changement de perception de la Mauritanie par la presse étrangère? Une nouvelle image du pays émerge d'elle? Incontestablement. Les gens qui ne s'attendaient vraiment pas à voir la Mauritanie à un tel niveau, au mieux troisième, et peut-être négocier un poste de vice-président entre les deux finalistes, la Sud-Africaine et les Zambiens. C'est là où on nous plaçait, au mieux. Donc forcément, on a frappé les esprits. Et pour aller dans le sens de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, on est entouré par des pays qui connaissent des véritables crises, des véritables récessions, des véritables problèmes. Et au milieu de tout ça, nous, on apparaît comme un pays qui est en pleine dynamique ascendante. On vient d'exporter notre premier cargo de gaz. Juste après, on part à la conquête d'une institution internationale à laquelle notre pourcentage, quand on le regarde, est vraiment... ne nous donne même pas de place de vice-président. Et pourtant, on a réussi à la conquérir. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé de manière professionnelle. Et on a travaillé sous la forme d'une équipe. Sidi Oulta était le candidat, il devait marquer le but. S'il était parti tout seul, il n'avait aucune chance. Son pays était derrière lui, il a réussi à constituer une équipe, le président a réussi à manager tout cela, le Premier ministre et le ministre des Finances sont mis à la disposition de cet objectif. La Mauritanie a joué collectif. Et on a démontré que quand on joue collectif, on gagne. Eh bien, il faut refaire la même chose. Il faut aller à la conquête du monde. Il y a tellement de postes, tellement d'institutions à prendre, tellement d'opportunités à gagner. Mais avec la même dynamique, une dynamique positive, une Mauritanie unie et une Mauritanie qui veut travailler dans un objectif commun. Si on continue dans ce sens, on continuera à impressionner le monde comme on l'a fait le 29 mai
à Abidjan. Vous étiez dans la salle pendant le discours de Sidi, Oui. de M. Sidi Oulta, de nouveau. Nous avons vu sur les images l'ovation du public. Oui. Qu'est-ce que cela vous a fait à vous, Eh en bien, tant que Mauritanien? Moi, je voyais le drapeau de la Mauritanie. Le candidat qui vient de gagner, qui est descendu au milieu du couloir, qui est passé. Des femmes ont fait les youyou traditionnels. Voilà. Et puis après, lui, il est venu. La présidente de la séance lui a donné la parole. Lui, il a remercié chaque Mauritanien, chaque Mauritanienne. Ensuite, il a remercié le président de la République, dont c'était l'idée de présenter sa candidature. Le président de la République a été ovationné. On a tous ressenti un moment de fierté, mais intense. Certains se sont mis à pleurer. Rendez-vous compte, c'est comme si la Mauritanie gagnait la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Quelque chose comme ça. On s'attendait. C'était impressionnant. Une salle immense avec des délégués venus de 81 pays. Ouais. Tous les pays africains étaient représentés. Il y avait des Européens, des Asiatiques, des Brésiliens, des Canadiens, des Américains. Tout ce monde-là était là à écouter le Mauritanien qui a gagné de manière transparente, sans tricher, sans corrompre, vraiment à la loyale. On a gagné parce qu'on a convaincu le monde. Et on a bien travaillé. De manière professionnelle. C'est ça ce qu'il faut retenir. Vous avez bien raison de le souligner. Merci. Monsieur Rakane, l'un des enjeux de la BAD est de stimuler les partenariats sud-sud. Comment la Mauritanie, à travers cette présidence, pourrait-elle faciliter le rapprochement économique entre les pays africains eux-mêmes? Bon, c'est une question centrale parce que l'un des grands défis pour l'Afrique aujourd'hui, c'est renforcer l'intégration. C'est vraiment un défi. Et donc, la Banque africaine de développement, donc son mandat, de par même son mandat, il joue un rôle clé dans cette dynamique. Donc, avec l'arrivée de Sidi Oulta, la Mauritanie se retrouve aussi dans une position stratégique pour stimuler ce qu'on appelle le partenariat sud-sud. Et donc, on voit qu'il y a la Mauritanie occupe une position de carrefour, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et donc, à travers cette présidence, elle peut utiliser cette double appartenance pour rapprocher les régions qui sont cloisonnées, et encourager des projets transfrontaliers dans des domaines clés tels que l'énergie, les transports et l'agriculture. Donc ça donne à la Mauritanie, ça permet de valoriser cette position qu'elle a. Donc la BAD peut s'appuyer sur la position de la Mauritanie. La Mauritanie peut aussi appuyer l'action de la BAD pour justement faire... donc c'est un rôle de passerelle géographique et diplomatique qui peut aider la BAD dans son ambition de favoriser l'intégration dans les pays africains. Donc aussi, on peut aussi stimuler l'intégration économique en favorisant les investissements entre les pays africains, ce qu'on appelle les investissements croisés. Donc la BAD peut aussi aider à cela, donc, et la Mauritanie peut jouer aussi un rôle. Et puis la Mauritanie, à travers son influence, donc avec la présidente de la BAD, elle peut jouer aussi un rôle pour accélérer la mise en œuvre du grand projet de la zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la SDK. Donc, en favorisant le financement des infrastructures régionales, parce que c'est comme ça que l'intégration va se faire, en harmonisant les normes commerciales, en soutenant les petites entreprises qui ont l'ambition d'exporter sur le marché africain. Et puis on peut aussi capitaliser l'expérience de coopération sud-sud de la Mauritanie. Donc il y a des expériences réussies. Et donc la BAD peut appuyer aussi le modèle mauritanien. Donc c'est un modèle en matière de coopération sud-sud, même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais il y a des expériences réussies qui peuvent servir de modèle pour les autres pays. Et donc la BAD aussi peut s'appuyer sur cela.
Donc voilà à peu près, donc, la Mauritanie peut donc être un catalyseur des rapprochements économiques africains. Donc voilà. Mais le défi qui va se poser, c'est de financer aussi, financer cela, surtout les infrastructures. Et donc la BAD peut être un grand apport. Et sous le leadership de M. Sidi Oulta, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Merci. Monsieur l'ambassadeur, quelle est la suite, selon vous, diplomatique attendue? Y a-t-il des engagements ou des mécanismes d'accompagnement diplomatique que la Mauritanie doit mettre en œuvre avec la BAD? Vous savez, à part les initiés, les Mauritaniens ne connaissent pas beaucoup la BAD. En tant que c'est une très grosse institution. Et c'est non seulement ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent investir, mais ils peuvent être les leaders. Si vous avez un projet extrêmement important de millions de milliards de dollars, ils peuvent vous amener des gens pour investir. Ils ont un jeu de leadership qu'ils peuvent jouer. Donc avoir un Mauritanien de cette trempe-là, de cette hauteur, ça va être très bénéfique pour la Mauritanie. Je parlais avec des jeunes il y a 2 jours et qui ne comprenaient pas la BAD. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à tirer sur la BAD? Pourquoi tout le monde crie sur le... Je leur ai dit, dans un an, tu vas aller à Saint-Louis ou à Dakar. Tu vas prendre le pont. Le pont de Rosso, là, il a été financé en partie par la BAD. Et il y a énormément de projets qui sont là, mais on n'entend pas beaucoup parler de la BAD, où ils sont accompagnants, où ils sont l'été et ils sont en retrait. Donc c'est extrêmement important pour nous d'exploiter cette opportunité-là. Et ça, il ne va pas être ouvertement népotiste uniquement pour la Mauritanie, il est là pour les 50 pays africains qui l'ont élu. Mais sa voix quand même compte, ses orientations comptent, et il pourra beaucoup aider l'administration, les Mauritaniens, pour un certain nombre de projets qui sont vitaux pour la Mauritanie, qui en a besoin. Il en a beaucoup besoin. Merci. Monsieur Hassan, en tant que journaliste, comment jugez-vous la couverture médiatique de cet événement dans les médias mauritaniens ici? Était-elle à la hauteur de l'enjeu? Nous avions parlé un peu avant l'émission, mais ça va vous parler aux téléspectateurs. Merci beaucoup de cette question qui m'offre l'opportunité de rendre hommage au petit groupe de 10 journalistes mauritaniens qui nous accompagnaient, des journalistes diversifiés. Notre doyen avait 70 ans, la plus jeune n'avait même pas 30 ans. Des journalistes de tous horizons, des journalistes des institutions publiques, privées, des journalistes qui sont parmi eux, il y avait des correspondants d'organismes, d'institutions internationales. Une équipe de 10-11 personnes qui ont travaillé vraiment de manière unie. Il n'y avait vraiment pas la recherche du scoop, j'ai obtenu le scoop, je vais le donner à ma rédaction, je passe en premier. C'était un travail d'équipe. Et le jour du vote, ils ont mis en place un mécanisme, une stratégie pour couvrir tout l'hôtel. La salle de presse, la porte, la salle, pas loin de la chambre où avait le candidat. On a même cantonné un dans sa chambre d'hôtel pour rester en relation avec nos sources à Nouakchott. Personne n'a dit non, ça je ne veux pas faire ça, je ne veux pas jouer ce rôle. La salle média, il y en a qui étaient assis à côté, il y avait un bar où il y avait beaucoup de diplomates pour glaner les infos. Il y avait la délégation tchadienne qui avait beaucoup d'informations parce que leur candidat, il n'y a que son pays qui a voté pour lui. Et du coup, comme ils étaient frustrés, ils donnaient des informations. Ils donnaient beaucoup d'informations. Donc, cette stratégie nous a permis de tenir le public mauritanien informé. Et le public mauritanien était vraiment désireux, il avait soif de savoir où est-ce qu'on en était. Peut-être au début, il y avait un peu d'indifférence, mais quand ils ont vu la progression des votes, ils ont commencé à se dire « Ah, peut-être qu'on va gagner ». Et là, ils ont commencé à vraiment vivre avec nous le suspense et le téléphone a commencé à chauffer. « Donnez-nous le résultat, où est-ce que vous en êtes ?»
Je vais vraiment leur rendre un hommage appuyé à leur professionnalisme, à leur abnégation et surtout à leur grand professionnalisme qui a permis de couvrir cet événement majeur et qui leur a permis à eux de rentrer au pays avec beaucoup de partenariats. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes français, belges qui étaient venus couvrir. À la fin, ils couraient derrière les journalistes mauritaniens. Ils disaient « Non, prends ma carte, il faut que tu me contactes. Si jamais tu passes à Bruxelles ou le jour où tu passes à New York ou à Dakar, tu me contactes. Je suis basé à tel pays. » Ça va nous permettre de faire un échange d'informations et peut-être même un transfert de compétences qui peut ouvrir des horizons et pas seulement au niveau journalistique. D'accord, on fait signe qu'il me reste 2 minutes. Dernière question pour vous, Hassan. En tant qu'observateur averti, pensez-vous que cette élection pourrait créer une dynamique médiatique plus constructive autour des questions de développement africain? En 30 secondes, si c'est possible. On est très attendu et on n'a pas le droit de décevoir. Il faut qu'on continue sur la même dynamique, il faut qu'on continue de travailler de la même manière professionnelle afin d'obtenir les meilleurs résultats pour notre pays à l'avenir. Merci. Monsieur Rakhani, dernière question. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Sur le plan sectoriel, quel domaine prioritaire, mines, agriculture, énergie, finances digitales, pourrait connaître une impulsion continentale? Bon, je ne veux pas être long, parce que je crois qu'on a parlé de priorités déjà. Bon, d'après le programme donc, du candidat, le président élu, Sidi Ould, je pense que l'agriculture et la sécurité alimentaire, c'est des priorités. Je crois qu'il faut s'attendre à des investissements massifs dans la modernisation agricole, l'irrigation, les chaînes de valeur, etc. Le deuxième secteur, c'est l'énergie, qui est un facteur accélérateur de l'intégration. Je crois que ça aussi, ça va être au centre de l'intérêt. Et surtout pour les zones rurales et les pays enclavés. Donc c'est des défis de développement. La finance digitale, donc, qui permet une inclusion économique massive. Je crois qu'avec la finance digitale, on peut renforcer, accélérer la bancarisation de l'économie. Donc voilà à peu près. Et puis les secteurs des mines et des ressources naturelles. Je crois que c'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de choses à faire, surtout en matière de valeur ajoutée et de contenu local. Je crois qu'en Mauritanie, nous avons une loi sur le contenu local, c'est-à-dire qui va favoriser les politiques pour augmenter la valeur ajoutée des secteurs, c'est-à-dire miniers, énergétiques ou des industries extractives. Je crois que aussi ça peut être aussi un volet important. Merci. Doyen, 10 secondes vraiment pour un dernier mot. D'accord, merci beaucoup. C'est exprimer ma fierté avec cette candidature-là. Je ne l'ai pas portée, je n'étais pas même pas au courant, je le connais très peu, mais je n'ai aucun doute qu'il réussira. Inch'Allah. Je n'ai aucun doute. Je le souhaite en tout cas vivement, non seulement pour lui, mais pour la Mauritanie. Et je suis sûr que tous les Mauritaniens vont en bénéficier d'une façon ou d'une autre, vont sentir que la BAD est là, la est présente. Moi, j'ai un projet pour mon village quand même, je vais lui dire ça. Il faut dire ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je rappelle que j'étais avec Mohamed Lamine Rakhani, chargé de mission à la primature. Merci. Son Excellence Ba Amadou Racine, ancien ambassadeur. Merci. Et mon confrère, M. Hassan Dabaj, merci pour la clarté des explications. C'est comme si on était sur place. Et je remercie l'équipe qui a préparé, qui était avec moi derrière les caméras. Abdoulaye Mahmoud Saoul, il est nodaliste. Daoul Ahmed, nodaliste. Cheikh Mohamed Yali, Tijani Wahou son, Youssouf son, Ahmed Talib caméraman, Mohamed Hafez caméraman, Fatimetou à la communication, Baïcha la réalisatrice qui est en train de me percer les oreilles, Mohamed Den programme, Salman Najem VTR, Salman Sidina caméraman, Ahmed Oulda script. Et un grand merci également à Mme Rabia Dedda qui est la productrice de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.